Aujourd'hui, on va parler de santé mentale et plus particulièrement de CPNE. Mais je ne serai pas toute seule, déjà je serai avec Scarabiti et plus particulièrement on va parler de 3 contenus qui sont Bluey, Sévrance et Ted Lasso. C'est un podcast et la bête. N'hésitez pas à nous rejoindre pour voir tout ce qu'on fabrique. Il était une fois un créateur et rénovateur de notre association, qui anime notamment le Tapas Quiz et le React d'y penser. Et c'est finalement notre Jean-Luc Reichmann de l'association et la bête, Vincent, qui vient nous parler de burn-out et de CPNE. Oui, bonjour. Donc, avant de commencer, je vais te proposer un petit jeu. Donc, tu as exactement 2 minutes pour expliquer ce qui t'amène ici. Ok. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Vincent, aussi connu pour le surnom de Scarabiti. Qu'est-ce que je fais ici? C'est une excellente question. Alors, moi, j'adore parler de moi, donc à partir de là, je pense que je suis au bon endroit. Non, plus sérieusement, je suis marié depuis presque 10 ans. J'ai 2 filles extraordinaires de 8 et 5 ans. Et il se trouve que, entre mon travail, mes filles et ma vie personnelle, j'ai fait des burn-out. 2 plus exactement. Et on est là pour papoter de ça et pour expliquer un peu ce que c'est un burn-out, comment ça fonctionne et comment s'en sortir. Parfait. J'ai trouvé une définition du burn-out et je vais te la lire et après tu vas me dire si tu te reconnais dedans, si tu as des choses à rajouter ou autre. C'est parti ? Ok. Alors du coup, la définition du burn-out, j'ai trouvé, alors c'est la définition du gouvernement, hein, donc on peut ne pas être d'accord, c'est l'épuisement ressenti par l'individu entraînant un sentiment de perte de contrôle, pouvant se manifester émotionnellement par des peurs mal définies et des tensions nerveuses. Ah oui, moi ça me paraît parfaitement... c'est vraiment la définition pour moi exacte du burn-out. Tu vois, c'est marrant parce que alors moi qui en ai fait un aussi, je me suis pas trop reconnue dedans. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on parte d'une définition commune. Mais parce que tu vois, pour le coup, la perte de contrôle, oui. Mais c'est les tensions nerveuses, moi je le définissais pas comme ça, tu vois. Ah ben moi, vu que j'ai fait des CPNE, autant te dire que les tensions nerveuses, j'en ai fait. Hein. Oui, non, c'est sûr que toi, dans ton cas, oui. Mais moi, c'était surtout, tu vois, genre, je retardais l'échéance d'aller au travail ou je pleurais beaucoup. Enfin, tu vois, c'était plus... Le fait de pleurer, pour moi, c'est la tension nerveuse. Au contraire, tu vois, c'est tes nerfs qui lâchent et qui, du coup, fait que... tu vois, t'as tellement retenu que tes nerfs, au bout d'un moment, ils lâchent et tu te mets à pleurer. Enfin, vraiment, Non, moi, ça me paraît vraiment être la définition exacte du burn-out. Hein. D'accord. Bon, écoute, ouais, c'est vrai que moi, tu vois, pour moi, quand ça se passe plutôt dans la tête, j'ai du mal à mettre tension nerveuse. Tu vois, pour moi, tension nerveuse, c'est vraiment des tremblements. Non, c'est pas forcément ça, tu vois. Imagine juste avoir la boule au ventre, c'est une tension nerveuse. Hein. Bon, très bien, j'ai des tensions nerveuses tout le temps, je suis ravie. Merci, ça fait 5 minutes de cet épisode, j'ai déjà appris quelque chose. Ça m'a fait plaisir. Alors, ok, est-ce que tu verrais quelque chose à rajouter à cette définition, au final ? Non, elle définit pour moi parfaitement ce qu'est le burn-out. La perte de contrôle, la dernière phrase était très intéressante, je l'ai oubliée, mais... Par des peurs mal définies et des tensions nerveuses ? Oui, exactement, les peurs mal définies. Ah, ça, je suis d'accord. Les peurs mal définies, c'est incroyable, parce qu'en fait, t'es pas bien, mais tu sais pas pourquoi. Ah, c'est marrant, moi, je me le voyais pas comme ça. Moi, j'avais des peurs, mais, comment expliquer, irrationnelles, en fait. Mal définies. Alors, moi, ça, j'ai pas eu, mais par contre, le fait de se sentir pas bien et de pas savoir d'où ça vient, complètement. Ça, je suis d'accord. Puis, tu vois, moi, je sais que j'avais ce truc où, maintenant, dans mon rapport aux autres, quand je les connais pas très bien, quand je les connais pas même, tu vois, d'habitude, je suis assez ouverte et je parle assez rapidement. Bon, c'est toujours un peu le cas, mais tu vois, dans ma position face à la personne, dans ma posture, je sais que du coup, j'ai vite peur qu'on rentre trop dans ta vie. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, ça a beaucoup modifié mes rapports aux autres. Ok. Moi, ça n'a pas modifié mon rapport aux autres, mais j'ai changé beaucoup de choses, effectivement. J'ai toujours été quelqu'un de très solaire, c'est-à-dire que voilà, le rapport aux autres, moi, j'avais aucun problème. C'était très facile de discuter avec les gens et tout ça. Et en fait, pendant vraiment les périodes où je n'allais pas bien, mais je ne voulais voir personne. C'est-à-dire que ce soit des gens que je connaissais pas ou même des gens que je connais, c'était... vraiment, il y avait que ma femme, mes filles, et c'était tout. Il y avait vraiment que ces personnes-là que je voulais voir, parce que j'avais pas envie d'interaction sociale, j'avais pas envie de fatigue mentale à cause de ça, tu vois. De rajouter un truc en plus, parce que je me posais trop de questions, tu vois.
Oui, moi aussi. Enfin, j'avais ce truc-là. Moi, c'était, alors pour le coup, j'ai pas d'enfant, mais moi, c'était mon conjoint et mes parents, du coup. Mhm. Mais sinon, c'est vrai que le reste était très très fatigant pour le coup. Ouais. Et en plus, enfin, si, il y avait certains de mes amis aussi, mais parce que quand tu vois, je définissais mal nos rapports sociaux ou quand je les comprenais pas trop, ça me demandait une logique en plus importante. Et c'était très très fatigant. Enfin, je ressortais des fois lessivée de conversations. Et je comprends complètement. En fait, moi, je partais trop loin dans le sens où, quand je savais que j'allais voir quelqu'un, je m'imaginais absolument toute la conversation qu'on pourrait avoir avant que ça ait lieu, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je comprends totalement parce que je vis encore un peu ça et je me sentais complètement folle, donc ça me rassure que quelqu'un l'ait dit. Ah non, mais alors le truc, c'est que moi, je fais ça pour tout et tout le temps. C'est-à-dire que j'essaye d'anticiper au maximum tout ce qui peut arriver pour que s'il y a quelque chose de mal qui peut arriver, je puisse anticiper. Bon, j'essaye petit à petit de lâcher prise et de voilà, enfin, on va pas se mentir, tout mon travail de psy, ça a été de lâcher prise, mais c'est pas simple, hein, c'est pas simple, hein. Ah ouais, mais serais-tu anxieux, Vincent? Non, absolument pas. Mais tu sais, moi j'ai une théorie, je pense que les gens anxieux, c'est des idéalistes contrariés. Tu sais, genre c'est des gens qui sont très très gentils et qui veulent vraiment bien faire les choses, mais qui du coup veulent tellement bien les faire qu'ils les intellectualisent trop. Et du coup, en fait, il y a un moment où ça sort pas, quoi. Bah écoute, je prends. Ouais. Écoute, je prends un compliment comme ça, moi je prends, hein, voilà. Écoute, parfait. Je voulais juste que tu définisses les CPNE parce que je pense que ça peut arriver à plein de gens. Et que ça se trouve, il y a plein de gens qui l'ont et qui ne se rendent pas compte de ce que c'est. Alors oui, oui, bah oui, pas de souci. Bah, on va reprendre du début. Donc du coup, en 2017, j'ai créé un escape game à Toulouse, Mysterious Escape, et donc j'étais co-gérant avec mon meilleur ami de cet escape game. Et écoute, bah, en fait, c'est la première fois que j'étais entrepreneur, c'est-à-dire que c'était la première fois où je gérais une entreprise. Et c'est très très prenant de gérer une entreprise, c'est-à-dire que c'est du réveil au coucher. Je ne pensais qu'à ça. J'avais beaucoup de mal à faire la séparation entre ma vie personnelle et ma vie privée. J'ai pris très très peu de vacances pendant cette période-là. J'ai fait très peu de choses pour ma femme et mes filles. C'était vraiment, je vivais escape game du début à la fin. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que, étant donné que c'est une industrie de loisirs, pour moi, du coup, au début en tout cas, je ne prenais pas ça comme un travail, je prenais ça comme du loisir. Et le problème, c'est qu'en fait, pas du tout. En fait, c'est vraiment un travail à temps plein, c'est-à-dire qu'il y a la comptabilité à gérer, il y a les sessions à gérer, il y a la casse à réparer, il y a tu vois, plein de choses qui font qu'au bout d'un moment, tu as une charge mentale qui est énorme juste pour ton travail. Et du coup, j'avais délaissé toute la charge mentale famille et maison à ma femme. Tout ça pour un résultat, en fait, assez mitigé dans le sens où j'ai jamais pu me payer correctement. J'ai réussi à me payer 1000 euros par mois jusqu'à la fin, mais que 1000 euros par mois pour quasiment 12-14 heures de travail par jour, tu vois. Quasiment 7 jours sur 7. Vraiment, c'était même les jours où je travaillais pas, je vivais escape game. Enfin voilà, j'avais quand même les sessions sur mon téléphone. C'était moi qui m'occupais du téléphone de la boîte. Donc s'il y avait des clients qui étaient perdus, c'est moi qu'ils appelaient. Voilà, c'est-à-dire que je prenais énormément de choses sur moi. Je me reconnais dans ce que tu dis parce que moi je suis dans le social et en fait il y a beaucoup de médiation par le jeu. Et on te renvoie beaucoup ça d'ailleurs, enfin je sais pas si toi on te l'a fait, mais moi on me renvoyait beaucoup, oh bah ça va, tu t'amuses et tu sors au cinéma avec les jeunes. Mhm. Voilà. Alors qu'au final, bon bah je suis désolée, quand il fait une crise psychotique, que ce soit au cinéma ou pas, faut la gérer. Et toi dans ton cadre, si t'as un problème avec un client ou quoi que ce soit, bah tu dois la gérer aussi, que ce soit dans un escape game ou non. Oh, j'en ai eu, effectivement, oui. Et donc, du coup, voilà, très très prenant, très 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 présent, en fait, très très présent. L'escape game, ça a été une grosse partie de ma vie pendant un moment, quoi. Et en fait, du coup, le premier confinement, du coup, 2020, mars 2020, confinement, escape game fermé, ça a été très très dur à gérer de mon côté. Genre vraiment, vraiment dur à gérer. Je me retrouve à la maison à gérer 2 filles et ma femme, alors que je voudrais être ailleurs, en fait. Je voudrais m'occuper de mon escape game, je voudrais faire autre chose, en fait. Sauf que je peux pas, parce que c'est pas possible, l'escape game est fermé, et en plus de ça, quand le confinement est fini, l'industrie du loisir est toujours fermée, donc nerveusement, psychologiquement, ça a été très très dur à gérer, à tel point que en fait, au bout d'un moment, ma femme me dit peut-être faudrait aller voir quelqu'un, parce que là, ça commence à être compliqué, quoi. Au début, j'étais réticent, parce que t'as toujours ce truc de psy, voilà, tu vois ce que je veux dire.
dire. Mais bon, au bout d'un moment, je me rends compte qu'effectivement, non, ça va pas et que, ouais, il faut mentalement, en fait, psychologiquement, je vais pas bien, il faut que je me soigne, quoi. Donc j'ai pris la décision d'aller voir une psy, juste pas très loin de chez moi, et j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, la première que j'ai vue me convenait parfaitement. Ah, ça, c'est un coup de bol, hein. Ah non, ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et donc mon premier travail de psy commence comme ça, voilà, vraiment. Mais ça, j'ai pas vraiment géré des choses par rapport au travail, j'ai plus géré des choses par rapport à ma vie perso. Et voilà, au bout de 6 mois, je dirais, j'avais fini ce travail-là. Et pour moi, tout était bien, tu vois, tout était reparti comme en 40, tranquille, tout ça. Donc je finis ça en juin 2021 à peu près, peut-être un peu plus de 6 mois. Octobre 2021, je commence à avoir des problèmes. J'ai des vertiges, je me sens pas bien, j'ai vraiment ça va pas. J'ai des gros vertiges, vraiment je marche pas droit, à tel point que parfois je tombe. Donc ça me fait bizarre, je me dis c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être malade ou quoi, voilà. Peut-être une semaine plus tard, je me mets à trembler en fait, tous les soirs, j'ai des crises de tremblement. C'est-à-dire que j'ai mon bras droit, si mes souvenirs sont bons, qui se met à trembler, qui se replie sur moi en fait, et qui fait que j'ai des tics. Des tics nerveux, j'ai des trucs comme ça qui font que je me sens pas bien. Je vais voir mon médecin, forcément, qui me dit c'est bizarre, tics nerveux, tout ça, ok, neurologue. Et pendant 7-8 mois, je subis une batterie d'examens, je reste à l'hôpital parfois 3 jours, j'ai des IRM cérébraux, j'ai vraiment une grosse batterie de tests qui ne montrent absolument rien. Donc je peux te dire avec un grand plaisir que je n'ai aucun problème cérébral. Bah tant mieux, je suis rassurée. Ça a dû rassurer ta femme et tes enfants aussi. En fait, oui et non, dans le sens où, oui, parce que j'ai pas de problème cérébraux, mais non, parce que j'ai quand même des problèmes, tu vois, je continue, et en fait, à mesure que ça avance, mes crises s'intensifient. Je fais des crises tellement grosses que ça m'est arrivé de passer une semaine au lit tellement j'étais fatigué. C'est compliqué aussi, ouais, c'est compliqué, parce que, qu'est-ce que j'ai, du coup? Enfin, est-ce que je vais finir avec un truc où personne ne sait ce que j'ai, et au final, ça va finir comme ça, quoi? Donc ouais, c'était effectivement très, très, très dur. Mais voilà, je fais des crises vraiment très, très grosses, je me suis retrouvé à un moment donné assis, les genoux au niveau de la tête serrés, à pleurer et à faire une énorme crise au milieu de la cuisine, alors qu'il y a ma femme et mes filles juste à côté, tu vois. Pour elle, ça a été très dur à gérer, forcément. Et voilà, j'ai voulu partir plusieurs fois, au moins 2 fois, parce que je me sentais un poids mort dans ma famille, en fait. Je me sentais les tirer vers le bas. Inutile et plus un poids qu'autre chose, en fait. Et voilà, j'ai de la chance parce que ma femme a toujours trouvé les mots pour me faire rester. Et j'aurais jamais été mieux si j'étais pas resté, en fait. C'est clair et net. Et petit à petit, en fait, à partir de juillet, on va dire, donc vraiment longtemps après, je commence à me dire, et si c'était pas physique, en fait? Et s'il y avait pas autre chose? Et tu vois, la graine, elle a été plantée petit à petit, tu vois, vraiment. C'est une fois que j'ai cette pensée-là, et tu vois, la graine, elle a poussé, et jusqu'à un rendez-vous début août avec ma neurologue, où donc elle me dit, voilà, les derniers examens ont rien montré. Et tu vois, elle commence à essayer d'aborder le fait que peut-être, potentiellement, ça pourrait ne pas être physique. Mais tu vois, elle avait vraiment beaucoup de mal à me dire, au final, est-ce que ce serait pas psychologique? Mais vraiment, ça a été très alambiqué pour qu'elle en arrive jusque-là. Et donc elle me dit, vraiment, c'était bizarre. Et au moment où en fait, au moment de ça, je lui dis, en fait, oui, je commence à me dire aussi que c'est peut-être psychologique. Et là, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un barrage qui s'était libéré chez elle. Ah, alors, attendez, parce que du coup, si vous pensez ça aussi, donc c'est très bien, parce que moi, du coup, j'ai ce documentaire-là qui explique les CPNE, ce que c'est, voilà, et tout ça. Et donc, du coup, elle me passe au taquet de documentation, énormément de documentation là-dessus. Et elle me dit donc, voilà, du coup, effectivement, parce que vous savez, c'est complètement psychologique, il n'y a aucun facteur physique qui le déclenche, parce que, avec tous les tests qu'on a fait, on aurait dû trouver quelque chose. Et donc, elle donne une brochure sur les CPNE. Les CPNE, alors, c'est les crises psychogènes non épileptiques. En fait, ça ressemble à des crises d'épilepsie, mais ça ne vient absolument pas de conditions épileptiques. Et en fait, ça vient du burn-out. Et donc là, je me dis, attends, mais je suis en burn-out, quoi, c'est vrai? Ah bon? Et donc, du coup, elle me dit, peut-être, vous avez eu rendez-vous avec votre psy, peut-être reprenez rendez-vous, quoi. Donc, évidemment, je reprends avec ma psy. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vers mars-avril avant ça, ma doctoresse personnelle, qui est la meilleure docteure du monde, on va pas se mentir, me dit, mais vous êtes sûr, c'est pas psy?
Je dis, non, bah attendez, je sors d'une thérapie, je vais pas, ça peut pas être ça. Elle me dit, ah bon, d'accord, voilà. Mais voilà, tu sais, vraiment, elle voulait pas, non, parce que de toute façon, une thérapie, tu peux pas forcer les gens à le faire. Mais c'est elle, tu vois, et je pense que c'est vraiment la première graine qui a été plantée, c'est elle, en fait. Mais il a fallu du temps avant qu'elle pousse, quoi. Moi, j'ai fait un burn-out aussi après une thérapie. Et en fait, je trouve que t'as un peu ce truc, bon, bah c'est bon, j'ai fait ma thérapie, il va plus rien m'arriver, quoi, je serai au courant. Ouais. Et en fait, ça marche pas comme ça. Genre, moi, je partais du principe, quand j'avais commencé ma thérapie, ah, mais c'est bon, maintenant j'ai toutes les clés, il m'arrivera plus de problèmes, d'ordre psy. Et alors que, en fait, pas du tout. Il y a des allers-retours, souvent. Et je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez, tu vois. On parle souvent des gens qui ont fait un burn-out, qui s'en sont remis, qui ont monté une entreprise. Alors ça arrive tout le temps aussi. Ah non, mais complètement. Hein. Tu vois, par exemple, j'avais vu Elmi LTR qui avait fait une vidéo sur son burn-out et qui avait expliqué que elle en avait marre. Du coup, elle a monté une entreprise en plus de tout ce qu'elle fait déjà. Et je me dis, bah, ça va te rajouter une charge de travail supplémentaire, tu vois. Une entreprise, c'est pas rien. Bah, ça va répéter à un moment donné. Au début, enfin moi personnellement, surtout pour le second burn-out, bah, en fait, moi j'ai trouvé, enfin tu trouves des placebos en fait. Enfin tu sais, le truc c'est que, en fait, mon second burn-out, c'est, j'ai beaucoup travaillé pendant un moment. Et tout d'un coup, bam, ça s'arrête, et donc tu prends un mur, tu vois ce que je veux dire? Tu prends vraiment un gros mur où t'es perdu, tu sais pas quoi faire, et en fait, ben, moi j'ai trouvé des placebos, enfin, je me suis surinvesti dans des trucs pour compenser en fait. Et en fait, le problème c'est que oui, effectivement, au bout d'un moment ça pète. Enfin, moi j'ai eu de la chance, entre guillemets, que ça ait pété tôt et que ça m'ait permis de me reconstruire plus rapidement, mais enfin, pour moi c'est juste retarder l'échéance, quoi. Mais je pense que le Covid c'est un peu particulier parce que alors moi mon premier épuisement pro ça a été pendant le Covid aussi et c'était parce que en fait ce qui se passe n'avait aucun sens. Du coup ce que tu faisais et ta réaction n'avait pas de sens non plus. Ouais. Parce que tu vois, moi c'est pareil, j'étais animatrice sociale à l'époque et je me retrouve confinée. Du coup je devais faire de l'animation en visio. Alors je sais pas si tu vois à peu près. Oh putain. Mais c'était quand même particulier, tu vois. Donc là, il y avait ça, et puis après, j'ai dû faire de l'animation dans un centre social fermé. Donc c'est pareil, ça c'est un autre concept, mais du coup, ça avait pas de sens. Et je trouve que c'est difficile de se lever tous les matins pour faire un truc qui a pas de sens. Et toi, évidemment, tu t'es retrouvé avec ta structure fermée, mais je pense que pendant le Covid, il y en a eu beaucoup qui ont eu des épuisements pro. Père, on a eu un aussi, et je pense que si tu veux, il y a ce truc où comme ça avait aucun sens et ce qu'on faisait n'en avait aucun, parce que nous, il y avait un moment où on nous avait quand même demandé, oui, à chaque fois qu'un enfant touche un stylo, vous devez le nettoyer, tu vois. Enfin, ça a aucun sens. Ouais, enfin oui. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça. Enfin, à la reprise, tu vois, enfin, quand on a pu rouvrir, il y avait des règles très strictes, tu vois. T'avais une limite de personnes à l'intérieur du complexe. Bon, nous, c'était facile, on n'avait qu'une seule salle, donc on pouvait accueillir que 6 personnes au max, donc du coup, notre limite a été facile. Mais t'avais désinfection des mains obligatoire au début, port du masque obligatoire, le document là que tu devais montrer, le pass sanitaire. T'avais plein de trucs comme ça. Et donc, mon associé, il m'a dit, bah, on va avoir besoin de beaucoup de gel hydroalcoolique. Il a acheté 3 litres. On a peut-être utilisé même pas 500 millilitres. Non, tu vois, t'as des petits comportements où En fait, le truc, c'est que c'est tellement quelque chose que personne n'a jamais connu. Tu fais face à une telle inconnue que tu surréagis aux choses. Et enfin, ça, tu vois, on l'a vu au premier confinement. Le premier confinement, tout le monde est resté chez soi. Tout le monde... Enfin, c'était vraiment... les rues étaient vides. Il y avait vraiment littéralement 0 personne. Quand tu compares avec le second confinement, ça n'a rien à voir. Hein. Bah, pour le coup, moi, le premier confinement, je l'ai pas si mal vécu que ça. Parce que, bon, déjà, moi, je travaillais pas depuis très longtemps. Enfin, j'ai eu mon diplôme en 2019. Ça faisait 2 mois, quoi. En fait, il y avait ce truc où, oui, c'était anxiogène, l'extérieur et tout, mais moi, j'habitais au bord d'un lac, donc déjà, je pouvais sortir assez facilement. Et il y avait ce côté où, même si ma famille, mes amis me manquaient, tout le monde était en pause en même temps. Okay. Je m'étais fait un planning et j'ai jamais eu autant de gens au téléphone et autant de nouvelles de personnes, tu vois. Ouais. Moi, c'est vrai que je l'ai pas si mal vécu que ça, puisque au final, d'ailleurs, je m'étais fait une routine. Enfin, j'avais perdu beaucoup de poids, d'ailleurs. Enfin, tu sais, j'avais fait du sport, j'avais fait plein de choses. Allégorie, mon premier podcast, est né à ce moment-là, notamment, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que au deuxième confinement, par contre, moi, je l'ai beaucoup plus mal vécu, parce que déjà, moi, je suis très intéressée par les relations sociales et par ce qui se débloque chez les gens, comment ça naît, tout ça. Et en fait, là, on avait des relations sociales qui n'avaient aucun sens.
parce que du coup il y avait le masque alors qu'au final tout le monde touchait tout partout, donc et puis moi surtout je sortais, les seules personnes que je voyais c'était des collègues que je pouvais pas blairer. Bon alors oui il y avait les jeunes et les jeunes étaient incroyables et bon bah voilà ça c'est, mais comme j'avais ces collègues que je supportais pas, que je voyais quotidiennement, après bon finalement on m'a remplacé mon binôme et ça allait mieux après, mais moi je l'ai vraiment mal vécu et j'ai repris le double du poids que j'avais perdu au premier, parce que justement je trouvais que là pour le coup bah, ce qu'on faisait servait à rien. Non, mais tu vois, moi, c'est le contraire. Par contre, moi, c'est le premier confinement, je l'ai très mal vécu, mais le second, ça allait mieux. En fait, le premier confinement, j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était pas ce que je devais faire, tu vois. Mais, sans savoir ce que je voulais faire, tu vois. Mais j'avais toujours ce sentiment de pas être au bon endroit au bon moment, d'être bloqué, tu vois. Enfin, je me sentais oppressé, je me sentais bloqué, je me sentais pas à ma place. Alors que, enfin, quand j'y réfléchis aujourd'hui, c'était juste, enfin voilà, je m'occupais de mes filles, enfin, et c'est tout, quoi, tu vois. Je devais m'occuper de mes filles, de ma femme, et c'était fini, tu vois, ça s'arrêtait là. Mais t'as ce truc de... j'avais tellement le travail à fond les ballons que être bloqué, tu vois, j'avais qu'une envie, c'était de m'occuper de mon entreprise, tu vois, me dire, mais comment est-ce que je peux faire? J'ai perdu dans mes souvenirs, 40 000 euros de contrat avec le Covid. Et donc, tu vois, c'était compliqué, c'était de me dire, mais comment est-ce que je peux faire vivre ma boîte? Comment est-ce que je peux réussir? Alors que, enfin, voilà, je suis coincé ici. Et alors que le deuxième confinement, vu que j'avais déjà travaillé sur moi, fait la thérapie, le deuxième confinement a été plus facile à vivre. Parce que j'ai un peu plus lâché prise, un peu plus profité de ce que je vivais actuellement et de mes filles et de ma femme, tu vois. Voilà, on est coincés ensemble, profitons-en, tu vois. C'était plus comme ça, alors que le premier confinement, c'était pas du tout ça du tout. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une problématique de genre derrière, du style, tu vois, souvent l'homme doit ramener de quoi faire nourrir sa famille, Oui, et la femme plus s'occuper de son foyer, tu vois. Enfin, dans l'inconscient collectif, c'est un peu présenté comme ça. complètement, complètement. Là, je l'ai un peu raccourci, mais En fait, oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, alors c'était pas plus par rapport au salaire, c'était plus par rapport à la réussite. oui, voilà. Et le fait que ma femme gagne plus que moi, ça m'a jamais dérangé. Par contre, le fait que je ne réussisse pas professionnellement, ça c'était plus compliqué. Le fait que je sois toujours coincé à gagner 1000 euros par mois alors que je travaille quand même beaucoup, le fait que mon entreprise décolle pas plus que ça, et le fait que je sois bloqué à la maison alors que je devrais être en train de développer ma boîte, oui, c'était compliqué, c'était très compliqué à vivre, c'était très compliqué à accepter en fait. Non, ça s'entend, hein. Et du coup, après, t'as changé de travail, si je me souviens bien? Ouais, en fait, du coup, donc début 2022, il y a la crise énergétique, tu vois, avec la guerre en Ukraine qui fait que enfin, l'inflation commence. Et en fait, du coup, notre boîte, on vivait surtout grâce aux collectivités et aux offices du tourisme parce on leur vendait des scénarios pour faire découvrir leur ville de manière ludique. Ou les musées, ça marchait aussi avec les musées. Et au début de l'année 2022, en janvier, on avait 3 villes qui étaient très intéressées par notre travail. On avait Albi, Carcassonne et une troisième dont j'ai oublié, je t'avoue, je m'en souviens plus. Mais les trois, en fait, mi-janvier, nous ont répondu exactement la même chose. Ils nous disent c'est très bien ce que vous faites, ça nous intéresse beaucoup. Mais avec le contexte actuel, les subventions pour la culture et pour les loisirs ont été coupées. Du coup, on n'aura pas d'argent pour vous. Et donc, moi, ça m'a fait réfléchir en me disant est-ce que ça vaut le coup de continuer, quoi? Parce que si on n'a pas si on n'a pas cet argent-là, j'ai du mal à voir sur le court terme et le moyen terme comment on peut survivre en fait. Et donc du coup je vais avec mon associé et avec qui est mon meilleur ami, on a discuté et je lui ai dit en fait mais je crois qu'il faut qu'on ferme en fait parce que potentiellement on va perdre beaucoup d'argent alors que si on ferme maintenant je pense qu'on peut fermer bien quoi. Et donc du coup donc à partir de là moi j'ai arrêté de me payer. On a attendu jusqu'à juin je crois pour fermer définitivement parce qu'en juin en fait on avait quand même beaucoup de CE qui nous prenaient des scénarios pour des grands groupes donc ça nous permettait quand même de gagner pas mal d'argent. Donc on a attendu jusqu'à juin pour fermer, mais en attendant, du coup, moi, j'avais pas de salaire, donc il me fallait de l'argent parce que sur un salaire qui était assez faible à l'époque avec ma femme qui avait repris ses études, il fallait qu'on pouvait pas vivre, quoi. Donc il fallait vraiment que je retravaille. Et j'ai eu beaucoup de chance. Il y a un petit parc d'attractions pas loin de chez moi qui s'appelle Anima Park qui embauchait pour la
saison et qui m'ont embauché directement en tant qu'employé de base pour la restauration. Par chance et par talent, enfin pas talent, mais par le fait que je travaillais bien, je me suis retrouvé 2-3 mois plus tard, responsable du pôle restauration du parc. C'est-à-dire... Moi, je dirais pas par talent. Enfin, t'as quand même géré un escape game, t'as fait de la comptabilité. Enfin, je veux dire, tu vois. Oui, ben en fait c'était ça que je voulais dire, mais je n'ai pas trouvé le mot, en fait. Par ton vécu professionnel. Oui, voilà, oui, et parce que je travaillais bien, effectivement, oui. Je me suis retrouvé donc responsable du pôle restauration, c'est-à-dire que je gérais 4 snacks et une équipe de plus de 15 personnes. Et enfin, ça a été une expérience de fou furieux, je me suis régalé, mais par contre, en termes de travail, c'était pareil, j'étais reparti sur du 12 heures par jour, 10-12 heures par jour, 6 jours sur 7, en pleine saison, enfin en tout cas de juillet-août, c'était ça, quoi. Et le truc d'Anima Park, c'est que c'est en pente. Ah oui. T'as un dénivelé de fou, et du coup, quand tu dois marcher de toutes tes snacks, tu fais les cuisses, quoi. Donc, ouais, non, c'était intense. C'était intense. Mais le truc, c'est que, en fait, j'avais un directeur incroyable, avec qui je m'entendais extrêmement bien, qui était très humain. Et c'est rare de trouver des gens dans la direction qui sont humains. Moi, j'ai besoin de ça, tu vois. J'ai besoin d'avoir quelqu'un en fait, j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'intelligent, qui travaille mieux que moi, enfin, qui sait ce qu'il fait, et qui est humain. Et le truc, c'est que là, ça cochait toutes les cases. En même temps, je sais pas qui c'est qui aurait pas besoin de ça. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais là, du coup, en fait, ça cochait toutes les cases dans le sens où je travaille dans un parc d'attractions qui est vraiment un sujet que j'adore. J'avais de la responsabilité, j'avais un très bon salaire et j'avais une direction avec qui je m'entendais extrêmement bien et qui me permettait d'avoir un futur vraiment, d'envisager en tout cas un futur vraiment cool, quoi. Malheureusement, à partir de septembre, il a dû quitter sa fonction dans la direction parce qu'il avait des problèmes personnels. Et donc, les gérants du parc ont repris la direction du parc. Sauf que ça a été très compliqué avec eux. Ils m'ont fait comprendre très rapidement qu'ils n'avaient aucune confiance en moi et que si je voulais rester, il fallait que je fasse des concessions. En fait, le problème, c'est que ils ont un discours qui est très gentil. Ah oui, nous, on fait très confiance à ceux qui sont là. De toute façon, on n'a pas mis les pieds dans le parc. Du coup, si t'es là, on prendra ton avis à 100% et tout ça. Et au final, qui se révèle complètement faux. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes suggestions pour l'année prochaine, quand j'ai expliqué ce que je voulais faire, ce que j'avais vu et tout ça, ils ont tout balayé en disant non, ça sert à rien ce que tu fais, on va faire quelque chose, on va faire autre chose. Eux, ils étaient persuadés qu'on pouvait le faire, mais non, c'était infaisable. Et donc, le problème, c'est que c'était impossible de leur faire entendre raison et que leur mot de base de dire oui, tout est gentil, tout est beau, toi, t'as été responsable pendant 1 an, nous, on n'était pas là, donc du coup, on te fait confiance, ça s'est révélé complètement faux, quoi. Et du coup, ouais, c'était compliqué, quoi. Compliqué, donc la fin de saison a été assez dure à vivre. Et ça s'est fini par, on m'a proposé un CD avec 300 € de moins sur le salaire, et des conditions de travail qui s'étaient clairement détériorées. Donc, j'ai refusé. J'ai refusé à 10 jours de la fin de mon contrat, quoi. Du coup, je passe de 100 km/h à 0 en très peu de temps. En très très peu de temps. Et ce qui fait que j'ai pris un mur, quoi. J'ai clairement pris un mur et ça a été dur à vivre. Pour vivre la même chose, je comprends. Mais au-delà de ça, moi je trouve qu'il y a une vraie question autour de la répartition du travail. Parce que tu vois, j'ai l'impression que les gens qui bossent finissent tous en épuisement pro ou tout. Et ceux qui bossent pas, ils ont du mal à trouver du travail. Du coup, je trouve qu'il y a une espèce de réflexion à avoir sur comment on se répartit le travail. Pas toi en tant que personne, hein, je parle au niveau d'entreprise. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois, moi je pense que très clairement déjà, les semaines de 35 heures, c'est trop. Parce que 35 heures, ça, en fait, c'est 40. Enfin, dans tous les travails, la plupart du temps, c'est au moins 40. Moi, j'étais à 50 heures semaine, à peu près. J'avais déjà notion de cette partie-là quand j'avais postulé. Je m'étais dit, je vais jamais postuler un 42 heures parce que je sais que ça en va faire un 47, quoi. Bon, au final, un 35 heures, ça fait un 50, donc c'est pas... je sais pas si j'y ai gagné au change, mais je veux dire, tu vois, moi, je trouve qu'il y a une vraie question autour de la répartition du travail... Bon, après, voilà, c'est un podcast de gauche, hein, donc je me suis posé une bonne question. Mais je veux dire, je trouve que au final, déjà, ça veut pas dire que quand t'as plus de temps de travail, que tu travailles mieux. Il y a beaucoup de temps de latence. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que, en tout cas, donc, j'ai fini du coup à Anima Park fin novembre, et début décembre, du coup, je me retrouve sans travail. Et donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai remplacé ça d'abord par faire une to-do list dans ma maison, mais qui était longue comme le bras, quoi. Et donc, repartir en burn-out, rien qu'avec ça, en fait. Parce que, en fait, je me sentais inutile. Pour moi, je peux pas rester... Fallait combler.
C'est ça, fais ça. En fait, je pouvais pas rester à la maison comme ça, sans rien faire. Donc, effectivement, il fallait que je comble, quoi. Donc du coup, jusqu'à ce qu'un jour ma femme me dise, mais en fait, enfin, tu dépenses trop d'énergie dans des trucs qu'il faut pas, en fait. Et donc, bah, ça m'a fait mal au début, dans le sens où, putain, mais elle est pas contente, quoi. Putain, je suis là à faire plein de choses, et voilà. Et en fait, non, mais au final, oui, elle avait complètement raison. C'est-à-dire que j'étais reparti sur des mauvaises choses, quoi. De toute façon, enfin, le truc qui est facile et que j'ai du mal à admettre, c'est que ma femme a toujours raison. Et c'est compliqué. C'est compliqué à admettre, ce fait-là. Et donc, alors, généralement, je l'admets, mais parfois, c'est trop tard. Oui, bah, en fait, je pense que c'est parce que c'est une personne qui te connaît bien, tu vois, donc du coup, elle sait comment tu te comportes, elle a une observation. Enfin, moi, je sais que pour le coup, le burn-out et tout, bah, ça a été mes proches qui m'ont dit, hey, alors ils l'ont pas nommé comme ça, mais ils ont dit, ouais, va peut-être falloir que tu t'arrêtes, quoi. Mais oui, c'est Tu ça. vois, parce que moi, mes parents, mon père ayant fait un burn-out et enfin mon conjoint bah, connaît pas forcément très bien cette thématique-là, ils l'ont pas nommé comme ça, mais tu vois, il m'avait dit en fait là, c'est pas possible, enfin ça a un effet sur toi qui est délétère quoi. Ouais, mais en fait, je rejoins complètement ce que tu dis, parce que ma femme a fait un burn-out aussi, et c'est moi qui lui ai dit, mais Marlène, ça va pas, hein. Il faut que tu t'arrêtes là. Non, mais non, t'inquiète, voilà, tu vois, tout ça. Bah oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est les personnes qui te connaissent le mieux. L'entourage, c'est quelque chose de très important. T'es mal entouré, c'est quand même très très difficile de mettre fin à quelque chose, tu vois. Ouais, mais complètement. Mais enfin, j'ai personne qui me connaît aussi mieux que ma femme. De tous les gens que je connais dans ma famille et de mon entourage, personne ne me connaît aussi bien que ma femme, effectivement. Bon, après, c'est normal, ça fait 15 ans quasiment qu'on est ensemble. Pour faire une allégorie avec toutes les thématiques dont on a parlé juste avant, tu as choisi de les illustrer par 3 séries. Donc la première c'était Severance qui est sur Apple TV et qui est sortie en 2022. Est-ce que tu peux expliquer cette série et pourquoi ça a fait réverbération avec ta situation actuelle? Alors, Sévérance, c'est une dystopie sur le monde du travail. C'est une société qui a réussi à dissocier les personnes du travail et de leur vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, quand elles vont travailler, elles montent dans un ascenseur, et pendant cet ascenseur-là, elles shiftent et elles passent en mode travail. C'est-à-dire qu'elles n'ont absolument aucun souvenir de leur personnalité extérieure. Et c'est pareil, quand elles repartent, dans l'ascenseur, ça redescend, et bam, ça shift, et elles n'ont aucun souvenir de ce qu'elles ont fait dans leur travail. C'est très intéressant, parce que du coup, ça parle clairement du monde du travail, et du fait que parfois, ça peut être un peu compliqué. Pourquoi ça me parle? Parce qu'il y a cette idée quand même de est-ce qu'on est vraiment prêt à tout pour avoir un bon salaire? Est-ce qu'on est vraiment prêt à tout pour pouvoir vivre bien dans sa vie personnelle, quoi? Pour pouvoir se sentir bien dans sa vie personnelle? Enfin, c'est compliqué. En fait, le truc, c'est que c'est vrai, on se rend compte que très rapidement, c'est des gens malheureux qui travaillent là-bas, parce que ils se disent, voilà, c'est des gens qui ont pas spécialement, qui sont pas forcément très bien dans leur vie personnelle, et qui se disent, ben au moins j'aurai 6 ou 7 heures par jour où je me sentirai bien. Sauf qu'on voit que ça se passe pas forcément comme ça. Bah, alors tu vois, pour le coup, j'ai regardé que le premier épisode et je crois que je l'ai pas fini, pour être honnête. Alors, c'était difficile à regarder parce que c'était trop bien fait. Et que je crois que j'étais dans un stade de ma vie où je suis pas encore en capacité totale de me mettre face à ça, parce que c'est vrai qu'il y a tout ce côté aliénation au travail où on demande des trucs qui n'ont aucun sens. Moi, je me souviens d'une scène où il y a une stagiaire qui arrive et elle parle à une boîte qui lui pose des questions qui n'ont aucun sens. Oui, c'est ça, elle parle à un espèce de répondeur qui pose effectivement des questions qui n'ont aucun sens. Et moi, je trouve ça incroyable. Enfin, je trouve que cette série, elle est folle. Ah, mais c'est très très bien fait. Je trouve que par contre, quand tu es encore dans ton processus de burn-out, c'est pas forcément facile de se retrouver face à ces séries-là, quand tu l'as conscientisé du moins. Et moi, ça m'a fait penser à un autre film qui s'appelle Don't Worry Darling, qui était, je sais pas si tu l'as vu. Pas du tout. Alors ça va m'en spoiler, hein, je me préviens. Mais le podcast est fait pour ça, hein, de toute façon. Oui, pas de souci, vas-y. En fait, l'idée, c'est que on a une femme qu'on voit vivre dans un monde comme dans les années 50. Et en fait, tout au long du récit, on se rend compte que cette femme, en fait, elle est endormie. Ok. Et que son mari lui a fait mettre un espèce de logiciel sur elle
pour qu'elle soit projetée dans ce monde imaginaire où ils vivent comme dans les années 50, tu vois, avec le mec qui travaille et la femme qui s'occupe de la maison. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça parce qu'il y a ce côté de split une partie de sa personnalité pour pouvoir rentrer dans une forme idéale, quoi. Et il y a ce côté aliénation. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Aliénation, c'est complètement ça. Parce que personne ne sait ce qu'ils font, en fait, dans ce travail-là. C'est-à-dire que ils sont devant un ordinateur, ils font des trucs, mais personne ne comprend à quoi ça sert. Et je trouve ça fou parce que avant que la stagiaire arrive, personne ne se pose de questions. Voilà, il y a des règles, elles sont là, il y a des chiffres. Parfois, ça a l'air de matcher, donc on les met en groupe dans un dossier. Et ça ne veut rien dire. Enfin, dans la série, du coup, à un moment donné, du coup, la stagiaire, elle comprend pas pourquoi elle est là. Elle a pas du tout envie d'être là. Elle se rebelle, elle se révolte, elle fait beaucoup de choses pour essayer d'en s'en sortir. Il y a rien qui fonctionne. Donc, au bout d'un moment, en fait, avec le héros entre guillemets de la série, ils partent se balader un petit peu, voir un peu, et ils tombent sur des pièces, mais qui n'ont aucun sens. Genre, il y a une pièce où il y a des biches à l'intérieur. Voilà. Je sais plus si c'est des biches ou des sangliers, mais un truc comme ça. Et quelqu'un qui les nourrit au biberon. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise, quoi? Voilà. Et non, mais en fait, moi, j'adore cette série parce que, du coup, cette meuf-là, elle cherche à se rebeller, à arrêter de travailler. Elle écrit des messages. Elle envoie un message vidéo à son alter ego pour lui dire, il faut arrêter parce que ce travail-là, je ne comprends rien. Et vraiment, ça me fait peur. Stop, on arrête. Et le lendemain, quand elle revient au travail, elle a un message vidéo de son alter ego qui dit, c'est même pas la peine d'espérer, tu travailles et tu fermes ta gueule. Oh. Et tu dis, ah ouais, c'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud. Je vais pas spoiler le reste de la série parce que il se passe quand même des choses de fou furieux, notamment pour ce personnage-là. Mais quand tu vois après ce qui se passe, tu dis, ah ouais, je comprends. Ouais, c'est pas ouf quand même. Donc, non, mais oui, c'est ça, en fait, c'est tous les mauvais côtés du monde du travail, en fait. C'est tous les mauvais côtés c'est clairement une dystopie, et Dieu merci, c'est une dystopie, que ça le reste le plus longtemps possible. C'est une très bonne série, et qui me parle beaucoup parce que, en fait, moi, c'est tout ce genre de choses dont j'ai un peu peur en reprenant un travail, parce que du coup, à partir de septembre, normalement, je devrais reprendre la recherche au travail. Mais en fait, tout ce qui me fait peur, c'est cette histoire de surinvestissement, de trop travailler sur des choses où au final, qui n'ont pas forcément de sens, en fait. Je crois que c'est la peur de toutes les personnes qui ont un burn-out en vrai. Mais tu sais que moi je me suis fait la réflexion, bon là je suis pas encore au stade où je dois reprendre un travail tout de suite parce que je dois finir mes études et il y a des trucs, mais moi je me dis, je sais pas si je pourrais rebosser 5 jours de suite. Faut que je réfléchisse en termes de rémunération aussi parce que c'est une journée en moins. Mais en fait, moi c'est une réflexion que j'ai là-dessus. C'est que je sais pas, moi je pense que j'essaierai de faire juste ce qu'il faut dans mon boulot. Alors après, dans les relations humaines, c'est compliqué parce que je me dis, quand t'es trop efficace, en fait, on te donne pas une façon d'être plus efficace, on te donne surtout plus de boulot. Ce qui fait que ce que tu fais qui est efficace ne fonctionne plus très bien. En fait, j'ai la même réflexion que toi. J'avais entendu une interview de Hugh Jackman où il parlait de son travail et lui il disait en fait moi je suis toujours à 80%. Mon travail je suis jamais à 100%, je suis toujours à 80%. Comme ça au moins non seulement je travaille bien parce que 80% c'est quand même beaucoup, mais je travaille pas trop. Et donc du coup après il me reste de l'énergie pour passer du temps avec ma femme, mes filles et profiter. Elle m'a vachement marqué cette interview parce que j'essaye d'en faire mon credo. Moi je me dis que tu vois je ferais sûrement ça. Après c'est peut-être aussi, c'est une réflexion que j'ai, c'est peut-être pour ça que je ferais peut-être un travail moins proche des gens aussi, parce que quand t'es dans des relations, c'est quand même compliqué. T'es obligé de t'investir, ouais. Ouais, mais c'est une réflexion que j'ai, parce que je me dis, en fait, on n'a pas à l'heure actuelle. Tu vois, ce que m'expliquait mon père, on avait une conversation là-dessus, parce que mon père est prof de sciences économie et sociales, donc on fait de la sociologie, et il m'expliquait que, en fait, avant, tu vois, t'avais ce côté où déjà tu bossais pas le dimanche, et quand t'avais 35 heures, tu finissais pile à 35 heures. Bon, après, ça dépend, parce que les profs, en général, c'est pas le cas. Hein. Mais et ils sont pas payés pour le boulot supplémentaire, d'ailleurs, je tiens à préciser. Et en fait, le truc, c'est que y avait ce truc-là. Et il me dit maintenant, en fait, c'est 35 heures, mais plus avec des à côté. Et ma mère a rajouté, et elle a raison, avec des à côté qui sont gratuits, souvent, qui ne sont pas rémunérés. Et en fait, je me dis, bah oui, mais au final, c'est complètement con, parce que si on te redonne de la charge de travail
en plus de ce que t'as déjà et que tu peux plus faire ton travail de base et au final on te reproche après de pas le faire. Donc en fait tu te retrouves dans un serpent, c'est vraiment c'est un peu ça, tu vois. Moi je me souviens de l'épisode où la dame elle passe une porte, en fait elle tourne en rond dans le même bâtiment. Moi c'est un peu le ressenti que j'ai au boulot, tu vois. C'est des fois on constate qu'il y a un problème, tu peux pas le régler parce que en fait t'as une énorme dose de boulot à côté et je pense que c'est pour ça que le travail est mal réparti. Je suis d'accord avec toi pour dire que cette série, elle a quand même vachement de métaphores pour le travail, mais qui sont pas forcément. Enfin, tu vois, c'est fin. On te le matraque pas dans la tronche en te disant ah ben tu vois, c'est pour ça qu'elle fait ça. Non, non, c'est très fin, c'est très amené de manière douce. Oui, puis c'est pas un plaidoyer. Je sais pas comment l'expliquer, c'est factuel. C'est des métaphores factuelles. Ce qui fait que tu mets ce que tu veux derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais au final, ça se comprend et c'est fin. Enfin oui, t'as raison, c'est fin. Non mais voilà, du coup Sévrance, c'est cool. Faut regarder Sévrance. Surtout que la saison 2 arrive. Ah, la saison 2, vous avez le temps pour regarder la saison 2. La saison 2, le premier épisode, c'est le 17 janvier. Alors, du coup, on va passer à Ted Lasso, qui est sur Apple TV, qui a 3 saisons et qui est fini. Après, j'ai vu un article comme quoi ils vont peut-être lancer à un moment donné une saison 4. Je comprends pourquoi tu m'as demandé de la regarder avec autant d'assistance. Et c'est assez rare qu'il y ait une série qui nous emmène tous les deux avec mon conjoint parce qu'on a des goûts très différents. Et je trouve qu'elle arrive à emmener tout le monde, quoi. Du coup, tu peux la pitcher ? Ah non, mais Ted Lasso, c'est une série qui parle à tout le monde. Je connais personne qui a regardé Ted Lasso qui a dit bof. Voilà, tu vois, personne. Le pitch, il est intéressant parce que il n'a pas grand-chose à voir avec la série. C'est donc on suit l'histoire d'un club de football de première ligue en Angleterre qui va mal, qui est relégable et la propriétaire décide de virer son coach, de virer l'entraîneur et de le remplacer par un entraîneur de football américain qui n'y connaît absolument rien au soccer, quoi, qui n'y connaît rien du tout. Le postulat de base, il est quand même intéressant parce que tu penses que ça va être une série de sport. Enfin, le sport est là, mais c'est juste pour mettre un contexte. C'est tout. Je trouve que dans la saison 3, il est quand même plus présent. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que la saison 3 est moins bien que les autres. Moi, je l'aime bien. Après, je l'ai pas fini, donc j'ai pas forcément de recul. Mais ce que je trouve dommage, c'est que tous les personnages où j'adorais leurs interactions, on les voit plus beaucoup interagir. On y reviendra. Parce que, enfin, je pourrais parler de Ted Lasso pendant des heures, on va pas se mentir. Hein. Non, mais en fait, cette série, pourquoi je l'aime ? Parce que c'est une série qui parle des gens, en fait. Qui parle des gens et qui parle d'espoir, je dirais. Parce que, enfin, du fait que, en fait, si tu es en confiance avec toi-même, tout ira bien. Si tu es en accord. Et pourquoi t'as fait un parallèle avec le burn-out, du coup ? Alors, c'est pas vraiment le burn. Enfin, si. En fait, ça m'a permis de vachement déculpabiliser Ted Lasso. En même temps, il a fait des CPNE à un moment donné. Hein. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Complètement. Il fait ce genre de petite crise dès la saison 1, si mes souvenirs sont bons. Fin de la saison 1. Et qui règle dans la saison 2. Et en fait, ça m'a permis de vachement déculpabiliser, de vachement être plus. Mieux avec moi-même, plus en accord avec moi-même, et en fait de plus me faire confiance. Non, puis il y a des épisodes, franchement, c'était poignant. Hein. Et puis aussi, voilà, il y a l'épisode Zéro mariage et un enterrement, qui m'a permis aussi d'être plus en accord avec moi en tant que père. Dans cet épisode-là, du coup, donc Ted Lasso accepte de faire une psychothérapie, et il va voir sa psy pour la première fois, enfin c'est vraiment le début, quoi. Et il parle du rapport avec son père. Et on apprend du coup que son père s'est suicidé quand il avait 16 ans. Dans mon mémoire, c'était pas la première fois. Et c'est la première fois qu'il se livre. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Parce qu'il y va, mais il dit rien. C'est vrai, mais c'est la première fois effectivement qu'il accepte de se livrer. Et donc il parle du rapport avec son père et à quel point ça avait été compliqué parce que son père s'est suicidé quand Ted Lasso avait 16 ans. Et c'est lui qui l'a découvert, c'est lui qui l'a retrouvé. Et donc il dit cette phrase qui résonne en moi depuis ce jour-là. Enfin, il dit un truc du style, le pire c'est que c'était un bon père, mais qu'il ne le savait pas. Et ça... Là, cette phrase-là, déjà rien que de la dire, ouf, voilà. Mais, oh là là, j'ai pris une droite dans la tronche. Ah non, mais j'avais les larmes aux yeux. Ah ben moi, ça a tout lâché. Hein. Moi, j'ai pleuré, mais comme jamais j'avais pleuré devant une série. Hein. Mais cet épisode était vraiment très très bien écrit, hein, pour le coup. Ah non, mais pour moi, c'est le meilleur épisode de tout Ted Lasso. Hein. Cet épisode, il est incroyable du début à la fin. Hein. Moi, je vois pas Ted Lasso comme un épisode bien, je vois comme un ensemble.
Mais il y a tout un questionnement autour de qu'est-ce qu'on fout de nos émotions qui est intéressante, quoi. Et je trouve que, tu vois, finalement, ça parle pas tant de foot que ça. Mais ils ont bien fait de choisir cette porte d'entrée parce que je sais pas si mon conjoint l'aurait vu. Sinon, tu vois, c'est une question que je me suis posée. Ouais. Ah non, mais c'est ça. En fait, comme j'ai dit, le foot est là pour juste être un contexte. Il n'est pas là pour être important, en fait. Je pense que tu pourrais faire ça dans n'importe quel milieu, ça marcherait, en fait. C'est juste qu'ils ont choisi le foot. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est intéressant d'avoir pris le foot. Comme ça, au moins, ça permet à des gens qui n'auraient pas forcément suivi ce genre de série à la suivre et à l'apprécier. Mais c'est comme, tu vois, moi, c'est une de mes séries préférées, c'est série Necessary Roughness, ou La diva du divan. Euh... et c'est une psychologue dans un milieu très masculin de football américain. Et en fait, ça parle vraiment de thérapie. Et donc, du coup, tu vois, t'as plein d'épisodes, mais c'est un complément, je trouve, à Ted Lasso qui est intéressant parce que Ted Lasso, c'est un travail sur le long cours et sur le groupe. Alors que là, c'est vraiment des thérapies individuelles, mais sur des trucs complètement différents à chaque fois. Qui fait que, enfin, tu comprends mieux les fonctionnements internes des gens. Et je trouve que c'est intéressant de partir de ce postulat-là parce que bon, déjà, les mecs en général, pour en parler avec beaucoup de gens autour de moi, ils vont très peu chez le médecin, mais alors chez le psy, laisse tomber. Je trouve que c'est une porte d'entrée qui est intéressante, et moi je sais qu'il y avait plusieurs épisodes de cette série parce que je l'ai découvert à un moment de ma vie où j'allais vraiment pas bien, où j'ai pleuré aussi parce qu'il y avait ce truc où, finalement, ça nous parle. Au moment où on est là, ça nous parle. Ah oui, oui, tu t'identifies. Mais en fait, ça, j'en avais parlé avec ma psy, du coup, de cet épisode, qui m'a fait une révélation, entre guillemets. Et elle m'a dit, c'est fou que oui, c'est fou à quel point les éléments de pop culture peuvent être cathartiques. Oui, la création de ces podcasts en général. Et c'est fou à quel point, juste, tu penses passer du bon temps à regarder une série, et en fait, ça débloque quelque chose d'énorme, de coincé, et que tu t'en rendais même pas compte, quoi, tu vois. Mais tu sais, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Émotion au travail et qui parlait du fait d'être fan. Et en fait, la nana, elle est partie du postulat de son père qui était fan. Et en fait, il y a un psychanalyste qui a expliqué que tous les moments de notre vie qui étaient difficiles, on était obligé de se plonger corps et âme dans un truc de fan parce que ça nous aidait à traverser ça et que c'était un des seuls trucs qu'on pouvait finalement contrôler, quoi. Alors là, je fais un gros résumé d'un épisode qui est beaucoup mieux foutu et qui dure 30 minutes, mais... Mais je trouve ça intéressant, c'est très intéressant parce que je me retrouve un peu là-dedans aussi, quoi. J'ai toujours eu la collectionnite aiguë, ce genre de choses. Ça m'étonne pas. Tu vois, par exemple, moi j'avais ce report-là avec Disney parce que quand j'étais avec une de mes anciennes relations, ça se passait pas très bien et du coup je me plongeais corps et âme dans Disney, j'achetais tout ce qui avait une tête de Mickey, alors j'aimais pas spécialement Mickey pour être honnête, et, et voilà, et ça faisait un peu partie de mon identité aussi, tu vois. En fait, c'était cette période de transition-là, elle a été un peu dure parce que c'était aussi la période où j'ai quitté chez mes parents. En fait, je me suis un peu plongée là-dedans et au final, après, quand j'ai commencé ma thérapie et tout, je m'en suis un peu détachée. Mais bon, après, ça m'a développé d'autres passions, hein, c'est le problème aussi. Mais... tu vois, moi, ça m'a fait la même chose avec les jeux vidéo. Avant ma thérapie, en fait, j'avais une grosse collection de jeux vidéo. Et une fois que ma thérapie est finie, j'ai tout rendu. Ouais, mais tu vois, là, c'est pareil. Ma psychiatre, du coup, on en discutait parce que il y a pas longtemps, j'ai fait un énorme tri dans ma bibliothèque. Parce que, alors, par contre, moi, en ce moment, comme je suis dans une phase qui est pas toujours facile, j'achète beaucoup de livres. Mais je les lis. C'est déjà ça. Je les lis et après, s'ils me plaisent pas, je les revends. Donc, du coup, c'est pas pareil. Mais en fait, je lui disais, mais vous savez, j'ai fait un énorme... J'aime bien comme tu essaies de t'expliquer, tu sais. Non, mais je vous jure, c'est pas pareil. Attention, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas pareil. Non, mais parce qu'avant, moi, je cumulais, mais je les jetais pas, tu vois. Mais du coup, j'ai dit à ma psy, mais du coup, j'ai fait un énorme tri dans mon bureau et ça m'a fait un bien de fou. Et elle m'a dit, c'est bien. En fait, ça veut dire que vous êtes en train de passer à autre chose. Et je sais que c'est rentré dans cette logique-là. Enfin, moi, maintenant, j'ai un contrôle parental sur mon téléphone, du coup, pour me limiter mes applications. Parce que je me suis dit, vaut mieux que je lise, que je passe autant de temps sur mon téléphone, parce qu'en fait, après, ça me fait pas me sentir mieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, ma psy, elle m'a dit, pour le deuxième burn-out, quand à un moment donné, je lui ai dit, là, je recommence à lire, elle me dit, c'est bien. Parce que généralement, quand on recommence à lire, c'est qu'on va mieux. Oui, c'est vrai. On va passer à Bluey. Ah, Bluey. Alors qui est, je trouve, une très grosse surprise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et franchement, je me suis dégommé les épisodes. De façon, je crois que j'ai rarement dégommé un truc aussi rapidement. Et je comprends pourquoi... Enfin, tu le pitcheras et t'expliqueras pourquoi, mais je comprends pourquoi t'aimes autant Bluey. Ah non, mais Bluey, je pourrais en parler des heures.
c'est incroyable, c'est magnifique, et c'est la meilleure série pour enfants qui existe. Bluey, du coup, Bluey, c'est simple, c'est une série pour enfants avec des épisodes de 9 minutes où on suit la famille Heeler, qui est une famille de chiens anthropomorphes qui vit en Australie. Il y a le père, la mère et les deux sœurs, Bluey et Bingo. Donc le père s'appelle Bandy, la mère s'appelle Chili. On a Bluey qui est le personnage principal mais qui n'est pas vraiment principal, enfin on suit assez souvent les autres membres de la famille, et Bingo, la petite sœur. Et c'est incroyable, enfin, j'aime d'amour absolument tous les personnages de cette série. En fait, c'est très intéressant parce que je trouve que c'est une série qui permet aux enfants de voir ce que c'est une famille stable. Alors moi je trouve que ça me fait voir aussi aux parents parce que... Ah, attention, attends, là c'est le prisme des enfants. Ah. Parce que quand tu vois Peppa Pig, quand tu vois Anne Trotro et compagnie, c'est catastrophique en termes d'image, en termes de ce que ça montre, c'est nul, enfin, rien ne va. En fait, ça montre pas une vraie famille, du coup. Du coup, ça peut avoir une mauvaise influence sur les enfants de voir ce que c'est une famille. Alors que Bluey, c'est la vraie vie. Bah, au-delà de ça, je trouve que ça montre aussi l'Anne Trotro et Peppa Pig. Je trouve qu'il y a rien derrière dans les épisodes, tu vois. Non, c'est ça. Voilà. Ça n'apporte rien, en fait. Ça n'apporte rien, mis à part quand ça apporte des choses, c'est des mauvaises images. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans Bluey, c'est que par des petits trucs, ça montre aux enfants un peu tout ce que les parents font et tout ce que les parents peuvent apporter, ou alors quand dire stop, tu vois. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, juste vraiment, ça montre aux enfants ce que c'est d'avoir une famille stable, ce que c'est d'avoir des parents compréhensifs, ce que c'est de discuter avec ses parents, ce que c'est d'être insouciant, mais d'avoir quand même une part de responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, moi, Bluey, alors je trouve que c'est très bien pour les enfants, mais je trouve que ça apporte plus aux adultes, bizarrement. Ah non, mais enfin, moi, ça m'a vachement apaisé sur ma paternité, hein. Je me souviens d'un épisode sur la charge mentale. Ah mais oui, complètement. Le père emmène les deux petits à la piscine et il a pas préparé le sac, il a pas de crème solaire, enfin bref, du coup il se retrouve sans se baigner. Et finalement, la maman arrive avec toutes les affaires et donc il y a toute une question autour de ça. Moi, ça apporte plus au niveau des adultes. Enfin, ce que je trouve comme postulat intéressant, c'est que je trouve que ça me fait un peu penser au Petit Prince. En fait, dans la mesure où l'enfant, par son côté un peu naïf, t'apprend beaucoup de choses de la vie. Moi, il y a plein de trucs où les petites, elles réagissaient. Je me suis dit, bah oui, mais en fait, elle a raison. Enfin, moi, je suis con en tant qu'adulte aigri. Mais complètement. Et en fait, moi, ça m'a vachement apaisé avec mon rôle de père, tu vois. Parce que, en fait, moi, ce que j'aime énormément dans cette série, c'est que t'en as pas un qui est le père et l'autre qui est la mère. En fait, les deux ont exactement le même rôle. Oui, puis je trouve que ça te montre aussi que, c'est pas des parents parfaits. Oui, complètement, bien sûr. Ils se plantent. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est non seulement il n'y a pas de rôle défini, il n'y a pas de père et de mère, tu vois, pas comme par exemple dans les Simpsons où le rôle du père et le rôle de la mère sont très marqués. Ça, tu l'as pas ici, c'est-à-dire que les deux font tout. Les deux prennent en charge le coucher, prennent en charge les repas. Enfin, c'est un partage parfait des choses en fait. Mais tu vois, c'est un truc que je me suis dit... alors, moi, je bosse avec des enfants ou des ados maltraités. Alors, je précise que la maltraitance ne vient pas toujours des parents, parce que ça, c'est un gros cliché qu'on a, mais c'est pas forcément le cas. Et je me disais, tu vois, Enfin, bon, là, en l'occurrence, je suis en arrêt, donc c'est plus la question, mais je leur ai bien montré cette série juste pour la question de comment tu peux parler à d'autres personnes et comment tu peux te comporter avec d'autres personnes aussi, tu vois. Parce que je trouve qu'au final, bon... Il y a un gros cliché qui part du principe que les enfants ou les adolescents ou autres qui ont été maltraités deviennent des personnes maltraitantes. C'est pas forcément le cas. Et je pense qu'une des façons pour que ça ne le soit pas, c'est alors de le valoriser. Et bon, voilà, il y a plein de façons différentes, mais aussi de montrer des modèles qui sont différents. Et des modèles qui sont pas trop longs, parce que là, les épisodes, ils durent 15 minutes. Ça permet de voir que, voilà, on a la possibilité de faire autre chose, et au-delà de ça, que c'est pas parfait, et que souvent, ça vient d'une... quelqu'un a fait une bêtise, et ça peut être un parent comme un enfant, quoi. L'adulte n'est pas forcément montré comme quelqu'un qui a raison. Exactement, et ça, c'est tellement important. Je vais dire quelque chose que je pense sincèrement, d'humaniser les enfants. Oui. Parce que je trouve qu'on a tendance à mettre les enfants dans une case en disant c'est des enfants, ils comprennent rien, c'est des enfants, tu vois. Alors que non, en fait, il faut traiter les enfants comme on traite les adultes. C'est exactement la même chose et c'est comme ça qu'ils seront le plus heureux, en fait. Bah, tu vois, il y a mon professeur de mémoire qui me disait justement qu'il avait lu un livre qui était le traité pour l'arrêt de l'enfance. Parce qu'il expliquait que justement, on les infantilisait beaucoup et on les traitait un peu comme des objets, notamment dans le cadre d'un placement.
En théorie, quand un enfant est retiré de sa famille pour X ou Y raison, hein, des fois c'est même pas de la faute des parents. En fait, il y a ce truc où, en fait, on les traite un peu comme des... Ouais, je dirais presque des objets, en fait. Ouais, comme des objets et pas comme des humains. C'est-à-dire que on va dire par exemple aux travailleurs sociaux autour d'eux de pas se lier trop avec eux. Mais complètement comme des objets, moi je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Tu vois, truc tout bête, on va pas leur donner forcément leurs affaires quand ils vont déménager, on va pas forcément préparer la séparation, enfin plein de trucs comme ça. Et au final, je me suis posé la question de bah oui, mais c'est des humains quoi. Ouais, c'est ça. Mais la place de l'enfant, il y en a trop qui considèrent ça exactement comme des objets. C'est-à-dire que tiens-toi bien, reste à ta place et c'est bon, ça ira bien quoi. Alors que non. Tu sais que moi aujourd'hui, je suis content quand je me fais engueuler par mes filles. Hein. Enfin, bon, après, pas exagérer non plus, mais tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai fait à manger aux filles, j'étais fatigué, j'avais un peu la flemme. Du coup, j'ai préparé un truc vite fait, genre gnocchi et knaki, vraiment un truc à la con, rapide. Je me suis fait engueuler par ma petite parce qu'il n'y avait pas de légumes. Et tu vois, enfin, et je trouve ça génial. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, et du coup, à partir de là, tu vois, je me dis, ben, j'ai fait les bonnes choses. C'est-à-dire que mes filles me disent quand il y a quelque chose qui va pas. Et à partir de là, c'est que, ben ouais, ben, c'est important. C'est-à-dire que t'as le genre de relation qui fait que tes enfants ils vont bien grandir. Tes enfants te parleront s'il y a un problème. Parce qu'ils ont confiance en toi et dans le fait que ben, tu les traiteras comme ils doivent être traités. On va être clair. Personnellement, moi, j'ai été un objet pour mes parents. C'était tiens-toi bien, sois intelligent et reste dans ton coin et tout ira bien. Et à partir du moment où je dépassais ce cadre-là, j'en prenais une. Ce qui fait que tu grandis pas de la bonne manière. Voilà, il te faut du temps avant de sortir de ça. Le fait de... Enfin, tu vois, aujourd'hui, je peux pas parler avec mes parents, c'est pas possible. Ça, parce que je n'ai absolument aucune confiance en eux. Et ils ne me connaissent pas. Parce que je n'ai pas pu leur montrer qui j'étais. Parce qu'ils ne m'ont pas laissé leur montrer qui j'étais. Moi, aujourd'hui, je suis content que mes filles puissent me faire confiance. Je suis content de connaître mes filles sur le bout des doigts. Et je suis content que mes filles m'engueulent quand je leur mets pas de légumes. Non, mais enfin, en fait, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que j'ai une vraie relation avec mes enfants. Ils sont pas juste là par pression sociale. Je sais pourquoi j'ai fait des enfants. C'était dur, c'est fatigant, c'est du boulot. Mais je regrette pas, enfin, c'est incroyable à quel point ça peut apporter des choses, quoi. Et Bluey te montre ça, te montre tout ce qu'une bonne relation avec tes enfants peut t'apporter. Et c'est trop bien, en fait. Bluey, c'est un dessin animé pour enfants, mais dès qu'il y a des nouveaux épisodes, je le regarde avec mes filles. Parce que c'est génial. Bluey, putain, Bluey, il faut regarder Bluey. Même si vous n'avez pas d'enfants, regardez Bluey. Il n'y a rien qui vous empêche de regarder Bluey. C'est sûr. Bah écoute, on va passer à la deuxième partie du podcast, parce qu'on a encore un peu de boulot. Donc, pour conclure cette première partie, il y a une phrase que j'ai écrite, qui est « Il n'y a pas à être célèbre pour nous apprendre des choses, mais si jamais vous voulez créer la page Wikipédia de Scary Betty, il n'y a aucun problème. Et n'hésitez pas à écouter la deuxième partie de l'épisode, puisqu'on va faire une interview un peu plus en profondeur, pour te connaître un petit peu mieux, finalement. » Avec plaisir. C'est toujours Scarabetti, par contre, pas Scary. Hein. Oh, je vais pas... je vais pas y arriver, hein. Là, on passe dans la partie Small Talk. Alors, je sais pas si tu connais Small Talk de David Castello-Lopez. Pas du tout. C'est un podcast où il pose des questions qui peuvent paraître idiotes, où il faut répondre assez rapidement. Donc, le premier truc qui passe par la tête. Moi, j'aime bien. Mais au final, en général, c'est pas si idiot que ça, ces questions-là, quoi. Je t'écoute. Alors, quel personnage animé hors Bluey serais-tu ? Steven de Steven Universe. Ah, intéressant. Est-ce que tu serais un arbre ou un monument ? Oh putain, non, un arbre, je pense. Lequel ? Mon arbre préféré, c'est le bouleau. Non, en fait, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est le bouleau et le sol pleureur. Les deux, je trouve incroyables. Donc, je dirais sol pleureur, plutôt. Ok. Alors, si tu étais un élément, alors élément eau, feu, air, tu vois ? Ah, ok, parce que là, j'étais parti dans le tableau périodique des éléments. Un élément, l'air, je pense. D'accord, pourquoi ? Ah non, l'eau, c'est trop cool, l'eau. Ah, l'eau ou l'air. Ouais, non, j'ai dit l'air de base, donc je pense que je resterai sur l'air, mais l'eau, c'est cool quand même. Non, peut-être l'eau. Non, je dis l'eau. En fait, je dis l'eau. Pourquoi ? C'est une somme de choses. L'eau. C'est plein de gouttes qui font un truc, tu vois. L'immensité de l'eau, je trouve ça incroyable. D'accord, ok, intéressant. Si tu étais une saison ? Automne. Bon choix. C'était dur, mais je dirais automne quand même, parce que c'est quand même joli l'automne. Ouais. Si tu étais un contenu du La Belle et la Bête ?
Bon, c'est facile. Enfin, je serai le réact d'y penser, évidemment, parce que c'est mon émission. Donc à partir de là, ça peut être que moi. Hein. Oui, d'ailleurs, tu reviendras pour nous en parler. Bah, avec plaisir. Si tu étais à un moment de la journée. Matin. Genre tôt le matin, genre 7h. Ok, pourquoi? Oh, il y a une tranquillité incroyable. Si tu étais un super pouvoir. Immortalité. Rien d'autre. Ok. C'est marrant, moi, j'aurais jamais voulu être immortel. Je rêve d'être immortel. Parce que, en fait, pour les mauvaises raisons, en fait. Je rêve d'être immortel pour les mauvaises raisons. Parce que, en fait, ça te permet d'avoir un lâcher-prise incroyable, d'être immortel. Ça te permet de te dire, si c'est pas fait maintenant, si je fais pas ça maintenant, j'ai le temps de le faire, puisque je suis immortel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas, je pars du principe qu'il faut une fin. Ouais. Non, mais j'entends. Alors, si tu étais un dessert. Je suis pas très dessert de base. Ah si, alors. Ouais, je vais dire un gâteau basque à la cerise noire. Ah, c'était très précis. Bien sûr. Bah, ce sera peut-être l'image du podcast, on va voir, mais ça va être rigolo. Si tu étais une forme géométrique. Ah, octogone peut-être. D'accord. Si tu étais un des 5 sens. Ah, la vue. C'est trop important, je veux voir mes filles grandir. Si tu étais une boisson. L'ice tea, 100%. Ice tea. Alors, l'ice tea de la marque Ice Tea ou l'ice tea que tu fais chez toi? Non. Alors, déjà, tous les ice tea du monde, venez me voir. Mais non, l'ice tea, je ne bois que ça. Enfin, de l'eau aussi. Mais les seules boissons que je bois, c'est de l'ice tea. Et tous les ice tea, hein, tu vois, que ce soit en bouteille, fait maison, tout ça, tous les ice tea, je les bois. Ok. Alors, si tu étais un jouet de tes filles. Oh punaise, si j'étais un jouet de mes filles... Mais en fait, le truc, c'est qu'elles ont tellement de jouets que... En vrai, je dirais déjà un jouet d'Amélia, pas un jouet d'Isia. Parce que Isia, en fait, elle achète des jouets, mais elle en a rien à carrer. Du coup, elle les achète et après, ça reste dans un coin et voilà. Alors qu'Amélia, quand elle achète un jouet, c'est très précis et elle en prend soin et c'est sa vie. Tu vois, son jouet, c'est sa vie. Donc, je dirais, une poupée de ma fille, je pense, une poupée d'Amélia. D'accord. Bon, alors, il reste 2 questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver, si tu veux qu'on te retrouve? Tous les vendredis soirs à 20h30 pour le React d'y penser. Oui, allez voir, franchement, c'est très très drôle. Merci. Et on finit du coup par une question con. Si tu étais une question con, tu serais laquelle? Oh, tu t'es vu quand t'as bu? D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Vincent, c'était vraiment très chouette. Ah bah merci à toi. Moi je me suis régalé. Ah, c'est très cool. Bah écoute, comme on va en faire un deuxième, ça va être sympa. Et surtout, donc, voici la phrase de fin. Si jamais vous voulez participer, et surtout n'oubliez pas, en racontant votre vie, en un coup de baguette magique, je peux trouver 3 thématiques. La preuve avec Vincent. Elle est très forte pour ça. Et on peut du coup les transformer en grandes thématiques ensemble et faire des allégories qui peuvent être assez sympas. Alors pourquoi pas vous? Voilà, merci beaucoup. Merci.